Bonjour, bienvenue au mardi de la donnée de santé avec ce webinaire qui va être consacré à la génomique. Il y en aura deux, donc celui-ci en particulier sur les données pour le soin et le suivant qui aura lieu d'ici un mois sur les données génomiques pour la recherche. On va attendre une minute que tout le monde puisse se connecter puisqu'un grand nombre de personnes s'est inscrit. Ça va nous permettre de laisser un petit peu de temps à chacun d'arriver. Et on pourra démarrer, sachant qu'on est pour ce webinaire avec un très grand nombre d'orateurs, de partenaires qui ont contribué à l'élaboration de ce module de formation sur les données génomiques. Bonjour à tous, je vois que ça continue de se connecter. Merci d'être présent à ce webinaire sur les mardis de la donnée de santé. Alors, on va pouvoir démarrer avec un tour de table, ce qui me paraît être le plus simple. Puis ensuite, on rentrera directement dans le vif du sujet, que sont les données génomiques, notamment dans le cadre du soin. Donc moi, je suis Caroline Guillot, je suis en charge de la direction citoyenne au sein du S Data Hub et je suis accompagnée d'un grand nombre de personnes qui vont donc se présenter. On peut commencer par Frédéric. Bonjour à tous, donc je suis Frédéric Novak et je suis la coordinatrice du plan France Médecine Génomique 2025. Merci beaucoup. Marjorie. Alors, Marjolaine Willems, bonjour. Je suis responsable du service de génétique clinique au CHU de Montpellier. Merci beaucoup. Hélène. Bonjour à toutes et à tous, Hélène Guimiot-Bréau, je suis chef du service de la santé à la direction de l'accompagnement juridique de la CNIL. Merci beaucoup. Ben. Oui, bonjour. Donc Ben Braceway, je travaille pour la société Sanoya. On a le plaisir d'accompagner le HDH et l'ensemble des partenaires sur la création, la conception et la production de ces modules. Merci. Arthur. Bonjour, donc Arthur Dauphin, je suis chargé de mission numérique en santé chez France Asso Santé, qui regroupe une centaine d'associations de patients et d'usagers du système de santé. Merci. Claude. Claude Gissot, donc au ministère de la Santé, direction de la recherche et de l'évaluation des études et statistiques, et je suis particulièrement les sujets de données de santé pour le ministère. Merci beaucoup. Julien. Bonjour, moi je suis Julien Thévenon. Je représente ici le groupement de coopération sanitaire Oragène, qui sera présenté un peu plus loin pour le séquençage génomique. Merci. Philippe Jean. Bonjour, Philippe Jean Bousquet, je dirige un GIP qui s'appelle le collecteur analyseur de données de génomique et qui a pour objectif de mettre à disposition les données, justement. Merci. Et Axel. Bonjour à tous, Axel Menu, je travaille à la direction médicale du Health Data Hub. Merci beaucoup. Eh bien, on va pouvoir démarrer ce webinaire consacré donc aux données génomiques. Comme vous pouvez le voir, donc, il y a un ensemble de partenaires qui ont contribué, mais en routine, à réaliser ce module. Et évidemment, on a été accompagné d'un ensemble d'autres acteurs et ils se sont présentés. Merci à eux d'ailleurs d'être présents pour ce module-ci. Donc, nous allons, mais ça je l'ai déjà dit, découvrir ce qu'est la génomique et comment la génomique peut servir à prendre en charge les patients. Vous allez voir que dans les slides qu'on va projeter, il y a deux protagonistes. Louise, qui est étudiante en droit, et le docteur Adam, qui est généticien. Évidemment, ça sert de support. Vous le verrez, on va prendre un petit peu de distance aussi dans la façon de pitcher ces éléments-là. Donc, il y a le support qui sera également, et qui l'est déjà, cela dit, accessible en ligne sur notre site. Et n'hésitez pas, je ne l'ai pas dit, mais avant juste de démarrer, vous pouvez poser vos questions sur le chat et on y répondra juste après cette présentation, c'est-à-dire après avoir défilé l'ensemble des slides sur ce module-ci. Donc, Louise a été orientée par son médecin généraliste vers un généticien parce que son médecin généraliste pense qu'elle pourrait avoir une maladie rare qui nécessite des analyses génétiques. Et la question que se pose Louise, c'est en quoi ces analyses génétiques pourraient-elles l'aider? Donc, les analyses génétiques servent à différentes finalités, telles que l'identification de prédispositions génétiques, le dépistage d'analyses génétiques pendant la grossesse ou encore à orienter le choix des traitements, notamment en oncologie.
Dans le cas de Louise, elles seront utilisées pour identifier la présence d'un ou plusieurs variants génétiques qui pourraient expliquer sa maladie, son trouble, son handicap, et ce qui permettra peut-être de proposer à Louise un traitement adapté ou de dépister et de prendre en charge plus précocement les complications possibles de sa maladie. Donc, si nous allons plus en détail, donc, un être humain est composé de cellules et dans toutes les cellules, il y a l'ADN de la personne, c'est-à-dire le code unique qui fait que cette personne est ce qu'elle est, au moins en termes biologiques, et qui fait que le docteur Adam n'est pas identique à Louise. Donc, l'ADN se situe dans le noyau de la cellule, on parle d'ADN nucléaire. Donc, l'ADN s'écrit avec les lettres A, T, G et C, ce sont des nucléotides et ils portent l'information génétique sous forme de séquences. Donc, ces séquences sont composées de plus de 3 milliards de lettres et elles forment le génome d'une personne. Cette information génétique est essentielle au développement et au fonctionnement du corps et détaille un plan complexe pour chaque individu. Et donc, chez l'être humain, l'ADN est organisé dans chaque cellule en 23 paires de chromosomes, soit 46 chromosomes. Et en fait, on peut assimiler notre génome à une encyclopédie en 23 volumes où chaque volume représente un chromosome. Alors, ce que va expliquer le docteur Adam, c'est qu'un gène est en fait finalement un fragment de notre génome. Donc, il va constituer une très longue phrase, hein, si on veut, qui code pour une information particulière, qui va permettre à la cellule, grâce à ce code, de fabriquer les protéines. Et ce sont les protéines qui agissent dans le corps. Chez l'homme, on dénombre environ 20 000 gènes qui codent des protéines qui ont donc chacune une fonction différente. On a par exemple des protéines qui vont déterminer quelle va être la forme des oreilles, quelle est la couleur des yeux, de quoi est constituée l'hémoglobine, qui est la protéine qui sert à transporter l'oxygène dans le sang. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que 80% des maladies rares, donc pas toutes les maladies rares, sont d'origine génétique, ce qui explique l'intérêt de faire un test génétique. En moyenne, si on compare deux personnes, on va trouver que leur génome est identique à 99%. Il y a donc 1% de différence seulement entre les différentes personnes qu'on appelle des variants. Alors, tous les variants ne vont pas être pathogènes. On a beaucoup de variants qui sont simplement des variantes de la normale, qui ne vont pas générer de problèmes particuliers dans la fabrication de protéines et plus généralement dans le fonctionnement du corps. Inversement, certains variants en fait, vont perturber la variation de ces protéines. On appelle ça des variants pathogènes et donc ils vont avoir un impact négatif et peuvent provoquer une maladie d'origine génétique. Alors, en toute logique, la question qui se pose à ce stade, c'est dans quel cadre et à quel moment on peut ou on a le droit de faire une analyse des caractéristiques génétiques. Concrètement, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que en France, c'est très encadré. On ne peut pas faire des analyses génétiques comme on veut. Concrètement, en matière médicale, soit on sera dans le cadre des soins ou éventuellement de la recherche. Et puis, il y a d'autres cas aussi dans lesquels on peut faire des analyses des caractéristiques génétiques et c'est notamment tout ce qui va concerner le secteur police-justice. Donc, par exemple, des tests de paternité suite à une demande d'un juge ou quand on recherche à identifier des personnes dans le cadre d'affaires criminelles. Donc, ce qui est important, ce qu'il faut avoir en tête sur les données génétiques, c'est qu'au sens du RGPD, donc en matière de protection des données, on considère que ce sont des données qui sont sensibles, donc leur traitement, par principe est interdit, sauf dans des cas particuliers, ceux que je viens de vous décrire, c'est-à-dire dans le cadre des soins, de la recherche ou dans le cadre d'un usage, judiciaire, on va dire. Et surtout, bien se rappeler que, les tests génétiques à usage récréatif, sont absolument interdits en France. Donc concrètement, si, c'est pas une très bonne idée de cadeau de Noël à mettre sous le sapin puisque les personnes qui envoient, leurs tests, elles sont passibles d'une amende, hein, au sens du code pénal. Au-delà de la problématique qui se pose en matière de qualité du test en lui-même et de l'analyse, c'est-à-dire que les résultats qui vont être rendus sont pas d'une qualité, en tout cas sont pas fiables, donc il y a un vrai danger à ce sujet-là.
Et ce qu'il faut également garder à l'esprit, c'est que quand on envoie un échantillon salivaire à une entreprise privée, il y a un vrai risque en matière de confidentialité des données pour la personne qui fait elle-même son prélèvement et qui l'envoie, mais aussi pour, ses ascendants, ses descendants, puisque, comme vous le savez, on partage son patrimoine génétique avec, ses parents, ses enfants et cetera. Donc il y a un vrai danger à ce niveau-là et vraiment ayez en tête que la réalisation des tests génétiques est, vraiment très encadrée. Et donc en pratique, la réalisation des tests génétiques dans le cadre médical, dans la plupart des cas, nécessite, le recueil d'un consentement qui est prévu par le code de la santé publique, mais aussi qui peut être exigé par la loi informatique et liberté. Dans le cas de Louise, on va s'intéresser au consentement qu'on va délivrer dans le cadre des maladies rares, qui est un petit peu différent dans le cadre de la cancérologie et de l'ADN tumoral. Donc on va vous expliciter un petit peu ça. Alors, le consentement, ça se présente comme une feuille à remplir dans laquelle il y a des cases à cocher qui doivent être toutes expliquées pendant la consultation. Et la première phrase, qui peut paraître étrange, mais c'est vrai qu'on a des patients qui souhaitent réaliser des examens pour leur famille, mais ne pas être avertis du résultat. Donc, on commence par demander, est-ce qu'il y a bien un consentement pour réaliser l'examen prescrit ? On continue effectivement par la case où on demande si le patient souhaite informer du résultat. Et puis après, il y a une des cases qui est la plus importante, qui concerne les données incidentes. Alors, qu'est-ce que c'est une donnée incidente? C'est que lorsque vous effectuez une analyse non ciblée de l'ADN, vous ne vous concentrez pas sur un gène ou sur quelques gènes, que vous analysez tout l'ADN, vous pouvez, sans faire exprès, identifier une anomalie qui n'explique pas du tout les symptômes pour lesquels vous effectuez le test, mais qui peut prédire un autre risque. Donc, par exemple, un risque de cancer, un risque de maladie cardiaque, voire un risque, dans certains cas, de maladies dégénératives, notamment neurodégénératives. Et donc, la question qu'on doit discuter et expliciter aux patients, c'est est-ce qu'ils souhaitent connaître ou non ces données incidentes? Alors, les consentements ne sont pas encore tous à jour, notamment dans le cas du PMFMG, ils doivent être actualisés, sachant que la loi a prévu maintenant, pour les patients qui le souhaitent, de connaître ces données incidentes. Par la suite, il y a une case qui est également très importante, qui est pour les patients, un devoir d'informer le reste de leur famille si le résultat du test les concerne. Si le résultat ne concerne finalement que le patient et pas son entourage, il n'y a pas cette obligation. Mais en revanche, si il y a des mesures de prévention qui vont être possibles pour l'entourage, ils doivent pouvoir bénéficier de cette information pour eux-mêmes se rendre en consultation génétique. Donc les modalités, ça peut être par la famille elle-même ou ça peut être délégué au médecin si le patient ne souhaite pas procéder lui-même à cette information. Par la suite, on demande au patient son consentement pour conserver également des échantillons biologiques une fois que l'analyse sera terminée, et ainsi les données également générées par l'examen du génome, parce qu'on peut envisager des relectures ultérieures. Et donc ce consentement, il va concerner deux aspects. D'une part, la même démarche diagnostique et d'autre part, la recherche qui va s'effectuer en dehors de cette démarche diagnostique. Donc, le consentement qu'on vous présente ici, il est inspiré de plusieurs formulaires. Si vous vous rendez dans une consultation génétique, il peut y avoir plusieurs consentements à disposition qui n'ont pas exactement toutes les mêmes formulations et les mêmes items, mais globalement, c'est ceux-là qu'on va retrouver. Et puis, au niveau des laboratoires, en fait, vous avez certains laboratoires qui vont s'intéresser à la réutilisation de données par tous. Et ce consentement, du coup, pour la réutilisation des données n'est pas toujours inclus dans toutes les notices des laboratoires qui vont effectuer le séquençage. Les informations, ce n'est pas précisé sur ce consentement, mais on demande un item également spécifique pour les adultes, c'est la question de savoir s'ils ont déjà procédé à un don de gamètes, don d'oocytes ou de spermatozoïdes, parce que dans ce cas-là, il pourrait y avoir une information à fournir au centre de prélèvement, au SECOS, pour un risque éventuel pour la descendance. Donc maintenant, supposons que Louise, elle a donné son consentement, et maintenant, qu'est-ce qui se passe en fait en
pratique pour réaliser le test génétique. Donc le test génétique, ça commence même avant de réaliser le test par en effectuant un prélèvement biologique. Ça peut être le plus souvent une prise de sang, mais ça peut se faire aussi sur d'autres tissus, salive, etc. Donc, ce prélèvement biologique contient tout un ensemble d'informations génétiques qu'il faut maintenant traduire pour qu'elles soient analysables par ordinateur, parce que sinon les décoder à la main, ça serait simplement pas possible. Ce processus, en tout cas celui qui est le plus connu, c'est le séquençage, où on va du coup lire le contenu de l'information génétique et le traduire en séquence de nucléotides, comme l'avait présenté tout à l'heure Frédéric. Donc, en termes de séquençage, il y a plusieurs techniques qui sont utilisées. Soit on peut réaliser un séquençage complet du génome, qui est relativement coûteux et prend plus de temps, soit on réalise un séquençage ciblé lorsqu'on sait très précisément à quelle question on veut répondre. Mais il y a d'autres techniques qui existent. Enfin, le séquençage n'est pas l'unique méthode pour décoder le génome. On peut par exemple utiliser des puces à ADN qui permettent de détecter des séquences d'ADN spécifiques et donc répondre à une batterie de questions spécifiques sur oui ou non, telle ou telle séquence est-elle présente. Enfin, une petite notion que sans doute vous avez peut-être entendu parler, c'est ce qu'on appelle le séquençage haut débit ou très haut débit. Donc, juste pour donner un petit peu de contexte là-dessus, c'est qu'avant, avant d'utiliser les techniques plus modernes, un séquençage, en tout cas un séquençage complet, ça pouvait prendre des semaines, voire des mois. Mais maintenant, ça peut prendre 1 ou 2 jours. Et donc, c'est pour ça qu'en termes relatifs, on appelle ça très haut débit. Donc, maintenant qu'on a décodé l'ADN, on peut commencer l'analyse. Donc, l'analyse, le plus souvent, c'est qu'on va comparer la séquence qui est obtenue avec des données de référence qui sont associées à des pathologies. Donc, ça permet d'établir des liens potentiels avec une maladie. Les comparaisons pourront inclure des données génomiques de référence sur des variants connus pour être associés à la pathologie, mais aussi des variants considérés sains, qui nous permettront d'établir une interprétation plus fine. Une précision ici également, c'est que les étapes pour passer du prélèvement à la fin de l'analyse et enfin à l'interprétation qu'on va couvrir juste après, ça peut être très long. Donc, il ne faut pas s'attendre à avoir, après un prélèvement, toutes ces analyses en moins d'une semaine, quoi. Donc, enfin, on a toutes ces données. Ces données peuvent être relativement volumineuses et assez difficiles à comprendre pour un néophyte. En tout cas, pour quelqu'un comme moi, j'en serais pas capable. Mais en fait, il y a des personnes qui font ça très souvent et qui ont des compétences très, très pointues là-dessus et qui sont capables de les interpréter. Et même eux, en fait, ça va plutôt être dans une concertation pluridisciplinaire qui vont donner l'interprétation la plus juste des résultats. Et parfois demander plus de données sur, par exemple, des prélèvements de la parenté. Et une fois qu'ils ont tous ces résultats, et c'est ce que Arthur va vous présenter juste après, ils vont pouvoir annoncer à la personne les résultats si elle a accepté de les recevoir. Merci beaucoup Ben du coup pour la présentation de comment se passe le test génétique et effectivement on arrive au moment où le patient du coup va être directement concerné au bout de cette chaîne puisque le rapport du professionnel du coup est disponible. Il comprend l'interprétation des résultats du coup du test que tu as pu décrire, mais évidemment les données génomiques brutes, les séquences, les U, les G, les A, etc. Bon, faut pas être donné au patient parce qu'effectivement pour lui c'est du charabia. On l'a précisé auparavant, hein, il y a toujours le choix du patient de savoir si il va connaître les résultats ou non. S'il accepte, bien sûr, il va être tenu informé des résultats et puis de la suite, et il va être accompagné dans les démarches médicales. Mais évidemment, si le pronostic de ces résultats comprend un risque de transmission, notamment parce qu'auprès de vos proches, etc., il peut être possible d'outrepasser cette volonté, éventuellement si besoin. Donc, il y a plusieurs scénarios du coup pour ce résultat de test génétique. Quels sont les résultats possibles? Il y a vraiment deux types en fait qu'on va avoir. Le premier cas, le test peut être non conclusif, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas conclure au fait que le variant génétique ou peut-être l'absence de variant génétique soit du coup associé à une pathologie qu'on ne pourrait pas diagnostiquer. Donc en fait, ça veut dire qu'on ne peut pas poser de diagnostic suite à cet examen et selon vos données génomiques. Alors évidemment, peut-être qu'à l'avenir, quand on saura plus avec la recherche, etc., ça pourrait changer. Et donc, ces données pourraient être conservées éventuellement pour d'autres recherches plus tard. Mais en ce qui concerne le patient à ce moment-là, du coup, eh bien, le parcours, entre guillemets, s'arrête là. Le scénario 2, si le scénario, le test peut être
au contraire concluant, c'est-à-dire que avec le séquençage, on identifie un ou plusieurs variants qui permettent cette fois-ci de poser un diagnostic. Donc du coup, sur la pathologie qui était présumée éventuellement, qui vous avait conduit votre médecin à proposer ce test, et qui va donc amener à avoir une prise en charge, évidemment, associée et appropriée du coup à cette maladie et à votre condition. En sachant que du coup, effectivement, ces recherches peuvent être étendues à votre famille pour être utiles, parce qu'effectivement, vous n'êtes pas forcément le seul à être concerné par votre patrimoine génétique. Du coup, dans l'information à votre famille en cas d'un test génétique concluant, eh bien, il y a effectivement plusieurs possibilités. Alors, la loi impose quand même d'informer les membres de votre famille. Vous pouvez les informer vous-même. Vous pouvez être évidemment accompagné pour cette étape importante, puisque ça peut être quelque chose d'assez sensible. Et vous pouvez demander au médecin, à l'équipe médicale, de faire cette information pour vous. Donc, cette information, elle se fera via lettre, qui proposera du coup un rendez-vous de consultation génétique et du coup, qui peut être fait du coup sans dévoiler votre identité, mais qui permet du coup aux personnes d'avoir une prise en charge qui soit aussi adaptée et ne pas leur cacher, qui peuvent être concernées du coup aussi par certaines pathologies ou conditions de santé. Et après, finalement, que deviennent les données génomiques? Et c'est là que je vais passer la parole à Julien Thévenot qui va du coup détailler cette partie-là. Merci. Donc effectivement, Marjolaine a détaillé le consentement et les modalités d'information. Et concernant la conservation, on va séparer des échantillons biologiques des données qui ont été générées. Elles peuvent être, euh, le consentement permet de choisir d'accepter ou de refuser cette conservation. C'est-à-dire qu'une fois le compte-rendu émis, l'échantillon biologique et les données peuvent être supprimés si c'est le souhait de l'individu. Mais c'est aussi important de savoir pourquoi il y aurait un intérêt à conserver, d'une part, les échantillons biologiques, d'autre part, les données. Alors d'abord, l'échantillon biologique peut être conservé, alors soit en termes de sang, soit en termes d'acide nucléique, l'ADN en particulier, à des très basses températures et pendant des années, et même une durée extrêmement longue. La durée de conservation, elle n'est pas dépendante de la biologie, mais de la décision organisationnelle du laboratoire qui réalise l'analyse. L'objectif de cette conservation, c'est la réutilisation. Et on séparera ici les fins de diagnostic. Par exemple, il y a des nouvelles connaissances et en appliquant un test complémentaire sur le même ADN, on pourrait amener un diagnostic alors que la première analyse n'avait pas permis d'amener une explication, l'examen était non conclusif. Ou alors à des fins de recherche, ce qui sera détaillé dans un prochain webinaire. Concernant les données, c'est un petit peu parallèle, comparable. Les données numérisées, ça veut dire tout ce qui a été séquencé peut être archivé dans un ordinateur et sur des disques durs. On parle d'archivage parce qu'il y a de la redondance, plusieurs copies de sauvegarde qui peuvent être mobilisées. Il y a une notion importante de sécurité autour de cet archivage qui doit être entendu. Et puis, l'objectif là, de cette conservation de données génomiques, auquel, encore une fois, chacun peut s'opposer au-delà du diagnostic, c'est d'améliorer les connaissances qu'on peut avoir du soin à travers le partage des données. Et, et donc, en pratique, il y a plusieurs types de données génomiques qu'on va détailler un peu plus tard ou dans le prochain webinaire. Dans tous les cas, que ce soit pour la conservation biologique ou de données informatiques, le consentement permet d'établir le souhait ou non du patient de conserver ces données, en sachant que pour la réutilisation, il y aura un consentement et une information dédiée qui sera prérequis à cette nouvelle mobilisation. Aujourd'hui, les données issues des tests génétiques qui sont réalisés dans la routine du soin pour le diagnostic de maladies rares ou de cancérologie est faite par des laboratoires qui ont souvent chacun une base de données, une organisation. En fait, il y a assez peu de mise en commun de ces données, en tout cas simples et automatiques, comme on pourrait le voir dans d'autres domaines d'applications qui sont souvent extérieurs à la santé. Néanmoins, au-delà de ce cloisonnement par laboratoire, on a des initiatives extrêmement structurantes en France qui nous permettent d'être assez avancés parmi les autres pays qui ont des initiatives de médecine génomique, en particulier à travers le plan France Médecine Génomique que Frédéric Novak a présenté un tout petit peu au début, et deux laboratoires aujourd'hui qui s'appellent Oragène pour la région Auvergne-Rhône-Alpes et Sequoia pour la région Île-de-France, et qui proposent dans une routine diagnostique du séquençage de génomes entiers pour le diagnostic de maladies rares, de génomes, d'exomes et de transcriptomes
pour le diagnostic et les marqueurs pronostiques du cancer. Ces grosses unités de production de données visent à mettre en commun les données, et ce sera détaillé juste après, pour permettre des initiatives assez structurantes de recherche hospitalo-universitaire ou même de recherche fondamentale, et aussi sont demandeurs de faire participer les laboratoires privés à ce partage de la donnée, parce que l'objectif étant que par la mise en commun de données génétiques, on améliore et on accélère l'accumulation de connaissances qui permettent de répondre à chaque individu qui participerait à ce système. C'est-à-dire que la participation de chacun favorise la connaissance collective avec un retour sur la connaissance plus ou moins individuelle et plus ou moins à long terme. Et donc, pour pouvoir mettre toutes ces données ensemble et pour pouvoir les utiliser, il y a une structure qui a été créée dans le cadre du plan France Médecine Génomique. C'est le collecteur analyseur de données. Son but, c'est de pouvoir regrouper toutes les données et les mettre de façon sécurisée à disposition des chercheurs, mais également de pouvoir les réutiliser dans le cadre clinique, parce qu'on a vu, il y a dans un certain nombre de cas, les données, le résultat de l'analyse est négatif, et donc il faut pouvoir retraiter les données pour voir si, avec l'évolution des connaissances, il n'y a pas une amélioration et on ne trouverait pas quelque chose de plus. Donc, c'est pour ça que le CAD a été créé. C'est pas la seule structure qui collecte les données, mais c'est une structure qui collecte données pour que vous compreniez. Un génome, c'est à peu près 100 gigaoctets. Donc, vous qui nous regardez, vous mettez à peu près 4 personnes dans votre ordinateur. D'où la nécessité d'avoir des gros data centers et de pouvoir les utiliser. Il y a d'autres structures comme la plateforme de données en cancérologie ou la base de la BNDMR, la base nationale de données maladies rares, donc j'ai fait le cancer et les maladies rares, qui également vont recueillir une partie de ces informations. Là, généralement, ça se focalise uniquement sur les quelques données de génétique qui sont en lien avec une pathologie et qui ont été identifiées. Et ça permet donc de remettre les données à disposition et de les associer à d'autres données, des données cliniques en particulier, pour faire avancer les connaissances. Bien, Claude, je te laisse. Voilà. Donc, vous avez vu cette présentation très importante sur l'utilisation des données génomiques dans le cadre du soin et qu'on voyait comment elles ont été, comment elles sont recueillies, comment elles sont encadrées dans leur recueil, dans leur manière de faire, de manière sécurisée, de manière à ce que le citoyen puisse totalement s'emparer de la décision concernant son usage, et avec toutes les précautions qui ont été émises et qui ont été signalées dans le webinaire. Donc, et nous verrons dans le prochain la question de la réutilisation pour des questions de recherche. Et évidemment, comme ça a été signalé, la recherche, bon, c'est l'avancée dans les connaissances, mais il y a aussi effectivement un retour, notamment en santé publique, mais y compris en santé de chaque personne qui peut être évidemment bénéficier de l'avancement des connaissances et des résultats. Merci beaucoup. Il y a eu quelques questions, donc je vais peut-être certaines les ramasser un petit peu. Peut-être Axel, tu pourras y répondre, ou bah, c'est l'expert qui se sentira aussi le plus légitime pour ça, mais peut-être reprendre un petit peu cette histoire de parcours patient, parce que finalement il y a eu des questions sur les tests. Est-ce que c'est une prise de sang au niveau de la quantité? Ensuite, il y a eu une question sur, mais est-ce que c'est le médecin qui commence un peu le processus? Et puis à la fin, il y avait quels sont les généticiens, en fait, ils sont où, ils travaillent où? Donc peut-être un petit peu reprendre et ramasser un petit peu ce propos. Alors, je peux répondre à ce point, mais Marjolaine, qui est justement généticienne, peut aussi compléter. En effet, comme on a en partie répondu dans le chat et comme ça a été dit, l'analyse génétique, c'est un examen qui est prescrit par un médecin, qui peut être généraliste ou spécialiste, qui peut exercer en ville ou en établissement de santé. La réalisation et l'analyse, la réalisation des examens s'appuie sur des plateformes et l'interprétation des résultats et l'échange avec le patient est en effet opéré par des médecins spécialistes, comme Marjolaine qu'on a entendu tout à l'heure. Et ces médecins spécialistes, généticiens, cliniciens exercent la plupart du temps en France dans des services spécialisés, dans des hôpitaux, voire des cliniques. Marjolaine, je ne sais pas si Oui. tu
peut Donc, compléter? effectivement, beaucoup d'examens génétiques sont prescrits au sein des services de génétique, mais ce n'est pas du tout exclusif, par des médecins et des conseillers en génétique. Et puis des médecins qui peuvent ne pas être spécialisés en génétique médicale. Ce qui est d'essentiel, c'est effectivement la signature du consentement. La plupart des services de génétique se situent dans des centres hospitalo-universitaires, mais pas exclusivement. Et donc, l'accès en fait à ces services, il peut être par sollicitation directe de patients, notamment les patients apparentés ou ils ont connaissance en fait d'une maladie génétique dans la famille ou effectivement parce qu'ils s'inquiètent des symptômes, notamment chez leurs enfants. On a énormément de médecins généralistes et de pédiatres qui nous adressent des patients et puis d'autres spécialistes également. Mais il faut savoir donc que les tests génétiques peuvent être prescrits en dehors de cela. Alors, ce qui va poser problème, c'est le coût des examens génétiques. Et donc, c'est pour ça que la plupart sont prescrits effectivement dans des hôpitaux. Donc, une Merci. fois qu'on a été sollicité, effectivement, nous, on va viser chaque demande et établir est-ce qu'une consultation est bien indiquée, ce qui est le cas dans la plupart du temps, ou réorienter les patients vers une autre consultation si on y estime que, en première intention, cela ne relève pas de la génétique. Tout à fait. Merci beaucoup. Il y avait aussi une question, enfin quelques questions plutôt juridiques, donc qui s'adressaient à toi, Hélène, en particulier, et tu y as répondu dans le chat, mais peut-être reprendre aussi un petit peu ce propos sur les questions d'identification, d'anonymisation, pardon, dans les projets de recherche. Est-ce que tu pourrais en dire quelques mots, Hélène? Oui, bien sûr. Alors effectivement, hein, comme ça a été souligné dans la question, c'est très compliqué de considérer qu'on a des données génétiques anonymisées, sauf si vraiment on cherche un marqueur ou un tout petit bout, voilà. Mais concrètement, nous, on part du principe que les données génétiques sont des données à caractère personnel puisque on peut toujours faire un lien entre les informations dont on dispose et une personne, un patient. Et c'est d'ailleurs pour ça que, comme je le disais, hein, le RGPD nous dit que les données génétiques sont des données sensibles, parce qu'on sait qu'elles révèlent plein d'informations sur les personnes et sur leurs proches. Donc concrètement, effectivement, on parle rarement de données génétiques anonymisées parce que c'est un cas qui n'arrive pratiquement jamais et qui, par ailleurs, dans le soin comme en recherche, n'aurait aucun intérêt. C'est-à-dire que finalement, c'est une information qui est tellement pauvre. Dans le soin, ben, on ne peut pas faire de diagnostic pour le patient, si on a des données anonymes. Et puis pour la recherche, bah, c'est des informations qui sont trop pauvres pour être exploitables. En revanche, ce qu'il faut avoir, à l'esprit, c'est que, en matière de recherche notamment, dans la plupart des cas, les personnes qui utilisent les données, dont des données génétiques, n'ont pas accès au nom et au prénom des patients. Elles ont, des données, donc on parle de données pseudonymisées. En gros, on a un code et des informations sur les patients, mais on n'a pas besoin de connaître leur nom et leur prénom pour pouvoir, exploiter les données à des fins de recherche. Hem Puisque ce sont des données sensibles et des données à caractère personnel, évidemment, quand on les traite, qu'on les conserve, qu'on les utilise, il faut respecter un certain nombre d'exigences. Et en recherche, parce que les questions portaient surtout sur ce point-là, c'est notamment à un moment, il faudra passer par la case CNIL, c'est-à-dire est-ce que je suis conforme aux exigences des référentiels que la CNIL a élaborés, avec des mesures techniques, des mesures juridiques, ou si je ne peux pas me conformer aux méthodologies de référence, à ces fameux référentiels, bah, dans ce cas-là, je dois aller présenter mon projet à la CNIL qui va nous dire si oui ou non il peut être mis en œuvre et si oui ou non je peux traiter des données et notamment des données génétiques. Peut-être une petite spécificité à souligner aussi, c'est que, et ça transparaissait un peu dans une des questions, effectivement, quand on est dans un cadre médical, soins ou recherche, en général, les données génétiques, ce sont aussi des données de santé parce qu'elles vont révéler, une pathologie, permettre de faire un diagnostic, déduire des informations de santé, sur la personne. Donc ça veut dire que c'est un régime qui est un petit peu «mixte» entre guillemets ou en tout cas que les données sont encore plus sensibles parce que, bah, elles sont, sensibles parce que génétiques et sensibles parce que données de santé. Donc on est doublement vigilant, quand on autorise ce type de traitement. Et il y avait Merci. peut-être aussi une petite Oui, question, mais je sais pas Caroline si tu avais prévu de la mais poser à quelqu'un. certainement, je pense qu'on a fait le lien, je t'en prie.
Voilà, sur le consentement, mais du coup, c'est peut-être André. quelqu'un d'autre qui peut répondre. Tu donc peux, tu peux démarrer et puis certainement Philippe Jean Bousquet pourra aussi compléter puisqu'il en a fait une réponse, ça pourrait être pas mal. Je t'en prie. Non, mais simplement, enfin, rappeler que normalement le consentement, il est attaché à l'échantillon. Donc, quand on est, sur une collection d'échantillons, par exemple, qui est, au sein d'un CHU, d'un centre de ressources biologiques, en général, c'est celui qui conserve l'échantillon, qui conserve aussi, bah, déjà les données cliniques associées, parce qu'un échantillon tout seul, c'est rarement intéressant, en tout cas dans le cadre de réutilisation, mais qui va conserver aussi le consentement du patient, et une trace aussi de l'information que le patient a reçue. C'est-à-dire que si on lui a dit qu'on pouvait utiliser son échantillon sanguin pour faire de la recherche, je ne sais pas, sur le cancer ou telle pathologie, on doit respecter aussi le cadre enfin, dont on a informé le patient. Voilà, donc ça, normalement, cette trace-là, elle est conservée avec l'échantillon. Et peut-être Philippe Jean Bousquet, souhaitez-vous un petit peu oui. Alors, je peux je vais surtout passer la main plutôt à Julien, parce que c'est plutôt Julien qui va répondre, parce que la question était plus complexe après. C'était qu'est-ce qui se passe si un mineur veut connaître les résultats, mais que ses parents ne veulent pas connaître les résultats, et inversement, si, enfin, voilà, comment on gère ça? Et effectivement, là, c'est des cas très particuliers et il y a des bonnes discussions. Je prends alors. On revient sur l'importance, je pense, de la consultation de génétique et de l'information. Ça veut dire que tout ça, c'est un chemin qu'on fait souvent avec les familles. C'est- Même si théoriquement la configuration évoquée du mineur demandeur et des parents qui ne le souhaitent pas enfin, est théoriquement possible, on doit normalement la limiter parce que l'accompagnement de la famille pour aller vers le test, ça veut dire le sens qu'on lui donne, fait que c'est pas, la génétique n'est pas encore rentrée dans la routine de prescription du reste de la biologie, par exemple, ou de l'imagerie médicale. Il y a une fonction particulière et des attentes vis-à-vis du résultat qui sont et qui doivent en fait être partagées par la famille. Ça n'exclut pas le fait qu'il y ait des conflits intrafamiliaux et que parfois il y ait une instrumentalisation de quelque chose et pourquoi pas le test génétique dans une relation familiale complexe. Mais bon, sinon, le recours juridique, ça reste que le mineur est sous la responsabilité de quelqu'un, souvent le parent, mais pas seulement. Donc, on peut aider à réfléchir aussi dans cette configuration s'il y a besoin. Je sais pas si ça répond à la question ou si je suis à côté, mais Non, c'est très complet. Merci pour les réponses d'ailleurs de tous. Peut-être une dernière question. Alors, je pense que ce serait plutôt pour vous, Frédéric. Le PFMG a-t-il pour objectif de réaliser une banque de données centralisée accessible aux chercheurs, comme ce qui aurait été fait notamment au Royaume-Uni? Alors, le premier objectif du plan de France médecine génomique, c'est de réaliser du séquençage dans le cadre du soin. C'est ce qu'on a expliqué aujourd'hui avec au bénéfice des patients atteints de maladies rares ou de cancérologie. Mais un des deuxièmes objectifs, c'est que les données puissent être utilisées pour la recherche et c'est l'objectif du collecteur analyseur de données, le CAD. Donc, en fait, effectivement, il y a un double objectif et les séquences qui sont produites ont une très grande valeur pour la recherche et on ne veut surtout pas les perdre et au contraire les valoriser au maximum. Et c'est tout ce qui fera aussi l'objet de notre prochain module qui aura lieu donc le mois prochain sur la génomique donc, et la recherche. N'hésitez pas donc à vous inscrire. Il est tout à fait possible de participer, toujours sur ce même format. Donc c'est le midi, ça dure 30 minutes où on vous présente et ensuite il y a un quart d'heure de questions-réponses. Merci à tous ceux qui étaient présents avec moi pour présenter ce module-là et qui ont très très largement contribué à les construire. Merci beaucoup. Merci pour vos interventions. Merci aussi à ceux qui nous ont suivis et qui continuent d'ailleurs de le faire. Et pour vos questions, à très bientôt. Donc, merci encore.